Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet qui est l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, dans cette nouvelle cure de désintox. Alors si vous débarquez sur cet épisode, la cure de désintox, la cure détox, c'est quoi ? C'est une mini-série d'épisodes où je déconstruis avec vous des idées reçues de la cure des régimes, des concepts employés par la cure des régimes, etc. Et donc l'idée reçue qu'on va revoir aujourd'hui, c'est donc par rapport à l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui est, il faut faire attention à son IMC, si j'ai un IMC élevé, je suis en mauvaise santé, etc. Ça va peut-être rejoindre un peu ce que j'ai déjà dit dans les épisodes, notamment sur The Obesity Paradox, donc le paradoxe de l'obésité, donc en quoi on peut être gros et en meilleure santé limite, donc je vous invite à écouter. Pareil, je vous invite à écouter l'épisode sur le poids, donc un des premiers épisodes que j'ai fait où je balaye un peu plein de sujets sur le poids, les mythes de la cure des régimes, etc. et la réalité. Il y a aussi mon épisode sur le poids de forme, enfin ouais, pas mal d'épisodes sur le poids en tant que tel, parce que bon, on sait que c'est quand même un des sujets prédominants quand on parle de alimentation et de cure des régimes, forcément. Et donc on va revoir aujourd'hui l'IMC, en quoi c'est un peu un outil obsolète en fait, l'IMC aujourd'hui. C'est un peu mon point de vue et ce n'est pas que le mien de toute manière, donc on va parler de tout ça dans cet épisode aujourd'hui. Donc on ne tarde pas plus, c'est parti. Alors l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, est calculé à partir de la taille et du poids selon une formule précise, qui est notamment IMC est égal poids en kilos divisé taille au carré en mètres. Et soi-disant, il permettrait d'évaluer entre guillemets le statut pondéral. Et en gros, l'IMC normal devrait se situer entre 18,5 à 24,9. Et que en gros, si on est en dessous ou au-dessus, on est dans la mouise niveau santé, soi-disant, selon l'IMC. Donc ça, c'est une chose que la cure des régimes nous rappelle constamment. Et en fait, il faut savoir que si on remonte aux origines de l'IMC, déjà il faut savoir que l'IMC à la base, donc l'IMC a été créé au 19e siècle, donc ça remonte quand même, par un statisticien qui s'appelle Adolphe Quetelet. Et c'est important de savoir que c'est un statisticien parce qu'en gros, lui, quand il a créé l'IMC, c'était pour mieux classifier la population. En fait, pour lui, c'était pas pour dire aux gens s'ils sont oui ou non en bonne santé, rien à voir. Lui, c'était pour catégoriser les gens. Voilà, en gros. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'IMC, la formule est très basique. Et en plus, Adolphe Quetelet, quand il catégorisait la population, c'était beaucoup des hommes blancs, en fait. Donc l'IMC vient de là. C'est un outil statistique dédié aux hommes blancs. Voilà, en gros. Et voilà, c'était pour lui, pour faire ses petites statistiques, etc. Et donc lui-même, Adolphe Quetelet, au 19e siècle, mettait en garde sur l'usage de l'IMC en disant ce n'est pas un outil diagnostique de quoi que ce soit, c'est un outil statistique. Voilà, c'est de la statistique, moi je m'en sers en statistique, etc. C'est tout. Et on arrive en 2024, du coup, au 21e siècle, à utiliser un outil qui vient du 19e siècle et qui est pas un outil diagnostique, qui est un outil statistique. Après, pourquoi on l'a utilisé comme outil diagnostique ? C'est parce que c'était pratique. En fait, on se disait en gros, ça montre que le poids, faut pas trop qu'il dépasse un certain seuil, d'une certaine manière, et hop, on l'a mis un peu en disant voilà, ça sera le truc qui va te dire si t'es trop gros ou pas. Et comme on est dans une société grossophobe, on lie l'IMC à la santé et on lie le poids à la santé, c'est-à-dire qu'on dit si t'as un poids trop gros, t'es forcément en mauvaise santé. Ça bien sûr, c'est pas très vrai. Voilà. Et donc c'est un outil obsolète, déjà de base, parce que le truc est 19e siècle, quoi, on l'a toujours pas revu, et en plus de ça, on s'en sert comme diagnostic alors qu'il est pas fait pour ça. Donc déjà, c'est un gros problème. Et ensuite, en tant que tel, il est obsolète aussi parce que beaucoup de médecins disent que cet outil, limite, faut plus l'utiliser, que c'est n'importe quoi, etc. Et notamment un chercheur dont j'apprécie beaucoup le travail, qui s'appelle Benoît Arsenault, qui est un chercheur, donc professeur de l'université de Laval, et qui a pour domaine de prédilection la génétique, les lipides, la nutrition, bref, il s'y connaît sur tout ça. Et il est un des chercheurs, je trouve, qui parle ouvertement de l'IMC en disant que c'est quelque chose à revoir. Et notamment, il a fait des études avec ses autres collègues et plein d'autres études, voilà, il a fait énormément de recherches sur ce sujet-là, et il est pas le seul, Mais là, je vais quand même me focaliser sur son étude qui est parue d'ailleurs récemment, en avril 2024, voilà, et qui m'a d'ailleurs un peu donné aussi envie de faire cet épisode, parce que je me suis dit, l'IMC, c'est quand même un truc à déconstruire de la culture des régimes, même si j'en ai parlé dans des épisodes, je trouvais ça intéressant de faire un petit focus sur ça, donc voilà, cet épisode est là. Et donc en fait, l'étude qui est sortie en 2024, c'est basé sur plusieurs études, en fait. Il a signé ça avec ses 3 collègues chercheurs, et donc cette étude s'appelle, ces études, cette
de grosses études d'études. Vous savez, la recherche, c'est souvent ça. En fait, il y a une étude sur plusieurs études, en fait. Son étude s'appelle donc Adiposity Type 2 Diabetes and Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk, Use and Abuse of the BMI Index. Et en gros, grosso modo, c'est sur le diabète de type 2, notamment le côté l'adiposité, donc c'est le tissu adipeux, et le risque d'accident cardiovasculaire, notamment de sclérose d'artère, en gros. C'est vraiment de la traduction littérale. Usage et abus du BMI, en anglais, c'est Body Mass Index, et c'est l'IMC. Et en gros, ces études, il en est venu à plusieurs conclusions, on va dire, notamment que l'IMC aurait des limitations majeures, et que notamment, d'ailleurs dans ces mêmes études, il a même conclu que les approches qui conseillent aux gens de manger moins et de bouger plus ne sont pas viables pour garantir une perte de poids durable pour la plupart des gens. Donc voilà, il parle de ça, c'est important aussi. Et il disait qu'en gros, ce qui peut aider les gens à être en bonne santé, ce serait plutôt d'améliorer l'activité physique des gens, enfin faire en sorte que les gens bougent plus en fait, faire en sorte que les gens soient plus en mouvement, mais pas forcément manger moins, etc. Mais surtout faire en sorte que les gens mangent variés, assez équilibrés sur le long terme, etc. Mais en gros, c'est ça. Hein. Et il dit que c'est plus profitable pour la santé de se focaliser sur à la rigueur, ces trucs-là de mouvement, d'activité physique et de manger peut-être mieux, entre guillemets, dans le sens plus varié, etc. Que de focaliser sur l'IMC, etc. Et notamment, ce qui est intéressant dans cette étude, donc là, bon là, c'était quand même des conclusions que je trouvais intéressantes quand même à vous faire part, parce que c'est ce que l'alimentation intuitive aussi, l'approche à laquelle je suis formée, l'alimentation intuitive, véhicule, hein. Donc là, on a encore des études qui vont dans ce sens-là, et il y en a plus de 200 sur l'alimentation intuitive qui vont dans ce sens-là aussi, comme quoi manger intuitivement, c'est quand même mieux pour la santé, etc. Et tout cet état d'esprit par rapport à l'alimentation intuitive, le fait de prendre soin de soi, de sa santé, d'une manière qui n'est pas dans l'injonction, mais qui est plutôt dans la bienveillance, dans le côté, ok, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ma santé, sans tomber dans la pression, sans tomber dans l'hygiénisme alimentaire, etc. Sans tomber dans le poids, et ça marche quand même mieux pour la santé que se restreindre, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose maintenant qui est de plus en plus avéré scientifiquement, on va dire. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que dans cette étude là, Benoît Arsenault a montré les 10 limites de l'IMC et de l'usage de l'IMC comme mesure dans la médecine. Et donc, en gros, mais je trouvais que c'était intéressant de vous parler de cette étude parce qu'elle reprend un peu les arguments que moi-même j'avais globalement vu, entendu, etc. sur l'IMC, chose que je véhiculais déjà sur ce podcast, mais là voilà, ces recherches corroborent bien ce que je disais juste avant et qui venait aussi d'autres études, mais voilà, en fait il y a une sorte quand même de consensus scientifique et médical sur le fait que l'IMC, faut vraiment le mettre aux oubliettes ce truc. Voilà, et donc là il y a 10 limites, et donc c'est un peu les 10 arguments qui sont intéressants à garder en tête. Bon, déjà, l'IMC, gros argument contre l'IMC, c'est que l'IMC ne prend pas en compte la composition et la distribution de la graisse qu'on a sur nous, sur notre corps. En fait, l'IMC, comme je vous disais, la formule hyper simple, ça prend pas en compte la composition du corps, où la graisse est située, comment le poids est composé, en fait, où la graisse est distribuée. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, niveau santé, ce qui est plus préjudiciable, par exemple, pour notre santé, c'est la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse profonde en fait. Par exemple, cette graisse-là, elle est plus peut-être nocive entre guillemets que d'autres types de graisses ou d'autres graisses qui sont à d'autres endroits, en fait. La graisse, notamment viscérale, elle est profonde près des abdominaux, en fait. Derrière les abdominaux, il y a ça aussi, en fait, qui entre en compte, et donc du coup, l'IMC ne prend pas en compte la composition du corps, la distribution de la graisse, etc. Rien du tout. Même la distribution du poids en général, voilà, il y a rien, en fait. Voilà. On a un gros bloc. Ensuite, deuxième limite à l'IMC, c'est que le fait d'utiliser l'IMC comme mesure de santé, ça promeut le fait de faire des régimes à répétition, en fait, dans ce cercle vicieux des régimes, et surtout, ça promeut la discrimination du poids et la stigmatisation du poids. Bon, ça c'est pas à prouver à personne, je pense que l'IMC est grossophobe, parce que forcément vu que c'est basé sur le poids, eh bien on discrimine les gens en disant voilà ton poids il est trop élevé, pouf, tu es en mauvaise santé, et en même temps voilà, on te blâme pour ça, et on dit que tu devrais pas être comme ça, etc. Donc voilà, et forcément ça discrimine les gens. En plus de ça, et bien sûr il y a toute la grossophobie médicale qui s'appuie sur l'IMC, donc la grossophobie médicale c'est la discrimination des personnes grosses, notamment dans l'accès aux soins, dans les soins, etc. Mais ça on va en reparler comme limite de l'IMC. Mais voilà, mais c'est clair que l'IMC ça promeut les régimes, parce que forcément quand quelqu'un a un IMC élevé, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit fais un régime, perds du poids, et donc du coup on discrimine les gens basés sur leur IMC et donc sur leur poids. Voilà, donc ça c'est sûr que ça n'aide pas une santé moins grossophobe, ça c'est sûr. Donc deuxième limitation. Ensuite, troisième limitation de l'IMC comme mesure médicale de santé, c'est que l'IMC ne prend pas en compte les changements de style de vie, indépendants du poids. En fait l'IMC qu'est-ce que ça veut dire? C'est le poids sur la taille.
Ok, mais ça dit rien des habitudes de la personne, ça dit rien de comment elle prend soin de sa santé, de son bien-être, etc. Ça dit rien de la santé, en fait, genre, sa santé mentale, elle est comment, sa santé physique, bon, elle est comment, déjà, voilà, sa santé sociale, elle est comment, enfin, voilà, rien du tout. Du coup, ça prend pas en compte les changements de style de vie, c'est-à-dire que, admettons, quelqu'un se dit, ok, moi, je vais bouger plus, voilà, ah bah tiens, ou je vais manger plus varié, etc., ok, bon, voilà, il va mettre en place des choses, peut-être qui vont améliorer son hygiène de vie, et ben ça, l'IMC n'est pas une mesure pour dire, ah bah tiens, la personne, ah bah manifestement fait plus de sport, bah non, parce que ça se trouve, son IMC va pas bouger. Par contre, la personne a peut-être changé des trucs dans ses habitudes de vie qui font que ça va impacter sa santé sur le long terme, par exemple. Ça dit rien, en fait. L'IMC, c'est pas une boule de cristal qui te dit si tu fais bien, entre guillemets, les choses pour ta santé, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc l'IMC, ça ne prend pas en compte les changements de style de vie parce que ça les ignore totalement. Et du coup, ça rejoint aussi la 4ème limite, qui est que l'IMC ne donne pas d'infos sur les habitudes actionnables sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'IMC, en aucun cas, peut te dire, bah voilà ce qu'il faut faire pour que tu améliores ta santé. Non. À part perdre du poids, l'IMC ne dit rien du tout. Et donc ça n'aide pas en fait les médecins à aider les gens à être en bonne santé, vu que voilà, ils ont l'outil, ok, bon bah voilà, perdre du poids, hop, ciao, au revoir, enfin voilà, alors qu'en vrai, bon, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, des trucs actionnables, pourquoi pas avoir un autre outil diagnostique qui soit plus complet et qui diagnostiquerait peut-être pas la santé des gens, mais peut-être, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses que peut-être tu peux mettre en place qui peuvent être bénéfiques pour toi, point, enfin voilà, alors que l'IMC ne dit rien du tout de ça. Ensuite aussi, bah forcément l'IMC c'est assez démenti par la génétique et les facteurs psychosociaux. En gros, ce que ça veut dire par là cette limitation, c'est que l'IMC est obsolète parce que en fait il prend pas en compte la génétique, les facteurs psychosociaux qui influencent l'IMC en tant que tel, voilà, donc on s'en fout que ta génétique fait que t'as un IMC élevé, hop, pareil, tes facteurs psychosociaux on s'en tape, ton milieu social on s'en fout, alors que ça a un impact sur le poids, ton environnement pareil. En fait l'IMC il est très comme je vous disais, avec le fait, voilà, c'est pour des hommes blancs à la base, enfin, et puis il prend rien en compte, quoi. La taille et le poids, c'est 2 indicateurs, quoi. C'est pas, voilà, il y a pas d'autre chose qui impacte ma santé, mon poids, non, enfin voilà, on le sait, les facteurs déterminants du poids, ils sont pas que notre nourriture, que notre sport, c'est aussi plein d'autres choses, quoi. Et ça, bah forcément, l'IMC passe totalement à côté puisque bah il prend en compte 2 indicateurs arbitraires sortis de on ne sait où. Ensuite, 6ème limitation, c'est que l'IMC ne fait pas de différence par rapport à la race, l'ethnie, le sexe, le genre et l'âge, hein. L'IMC est totalement raciste et sexiste, voilà, parce que bah en fait selon notre race, on va dire ethnie plutôt, notre phénotype, c'est-à-dire que bah voilà, quelqu'un qui est afrodescendant n'aura pas le même IMC qu'une personne je sais pas slave ou germanique, j'en sais rien, enfin non, parce que en fait on est tous génétiquement différents, on a tous un phénotype différent dépendant de nos origines, etc. L'IMC en fait c'est comme si c'est un outil qui voit pas les couleurs, quoi, voit rien en fait, voit pas l'âge, voit pas le sexe, etc. alors qu'en fait le sexe a une incidence sur notre poids, on n'a pas la même distribution de poids, peut-être les femmes voilà ont besoin d'un poids plus élevé parce qu'elles ont des enfants, enfin rien du tout, même l'âge ça prend pas en compte, alors que bah l'âge ça a un impact aussi sur notre poids et aussi voilà comment notre graisse est distribuée, rien. En fait voilà, l'IMC voit rien, voit pas les couleurs, voit pas le sexe, voit pas le genre, voit rien du tout, voit pas l'ethnie, rien, et donc du coup bah l'IMC est raciste et grossophobe comme je vous disais juste avant. Compliqué de faire un outil diagnostique qui prend pas en compte tout ça, et ça prend pas en compte aussi, j'avais vu même l'IMC, ça prend pas en compte les os, est-ce que t'as des gros os, est-ce que ton squelette il pèse lourd, enfin on sait pas, ou ça prend pas en compte le muscle aussi, ça fait pas de différence en fait, c'est ça qu'on disait quand je disais l'IMC ne prend pas en compte la composition, parce que en fait on prend pas en compte le muscle, typiquement, j'aime bien donner cet exemple là, mais Teddy Riner, bah il est obèse en fait, selon l'IMC quoi, alors que le mec, bon je pense qu'il fait pas mal de trucs pour sa santé, enfin voilà, il est quand même sportif de haut niveau, et je veux dire, si on prend des sportifs par exemple, là on voit bien que c'est obsolète totalement l'IMC quoi, c'est trop réducteur. Donc ça c'est une chose. Ensuite, l'IMC ça impacte négativement la qualité de l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des médecins ou des soins, même l'accès aux soins, dépendent de l'IMC. En fait, soit on te dit bah t'as un IMC trop élevé, hop, au revoir, bah tu peux pas faire ça, tu peux pas avoir accès à la PMA, etc., la procréation médicalement assistée, il y a plein de trucs, l'IRM pareil, voilà, il y a des choses qu'on fait pas parce que bah là t'es trop gros, parce que t'as tel IMC, etc., ou bah tiens on va pas tenter telle opération parce que trop de risques, etc. Et en plus comme il y a cette grossophobie médicale, parce que bah voilà, le corps médical est assez grossophobe, genre voilà, il discrimine par rapport au poids, et ben ça impacte la qualité du soin, parce que voilà, peut-être que quand on s'adresse à une personne grosse, on fait pas attention à ce qu'elle fait pour sa santé, parce que voilà, on part du principe qu'elle fait mal, entre guillemets, ou voilà, elle s'en fout, j'en sais rien, ou qu'elle met pas de volonté, etc. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Aline Thomas, Montez d'abord sur la balance, elle parle bien de la grossophobie médicale, et souvent, ouais, l'IMC, c'est quand même un critère qui est retenu, qui est super galvaudé, alors qu'en fait, bah, ça impacte vraiment la qualité des soins qu'on donne aux personnes grosses, et l'accès aux soins, puisqu'on se base sur l'IMC pour discriminer l'accès à certains soins. Donc voilà, donc ça, c'est sûr que ça n'aide pas la santé des gens. Ensuite, 8ème limite de l'IMC, c'est que ce n'est pas pertinent. L'IMC n'est pas pertinent pour les décisions médicales sur
les habitudes de vie à changer. C'est-à-dire que l'IMC ne peut pas dire à un médecin « Ok, machin, il faut que tu changes tel ou tel critère, il faut que tu changes telle ou telle habitude de vie. » Aucun moyen en fait. Enfin, l'IMC, comme c'est un nombre inanimé, un ratio en fait, de base statistique, ça peut pas dire au médecin « Ok, en fait cette personne-là elle doit faire ça. » Ce qui veut dire par là, je pense, Benoît Arsenault dans ses études, en gros l'IMC ne peut pas être le seul outil, entre guillemets, la seule mesure sur lesquelles les décisions médicales peuvent se reposer. Ensuite, l'IMC ne change pas durablement en suivant des habitudes de vie peut-être plus positives, entre guillemets, comme on disait. Quelqu'un qui, admettons, a un IMC élevé, on va lui dire, ok, il faut que tu fasses des trucs, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu manges mieux, entre guillemets, etc. Il faut que tu arrêtes de fumer, je sais pas, j'ai n'importe quoi. La personne va faire ça, en fait, elle va revenir, son IMC va peut-être pas changer, en fait. Et qu'est-ce qu'on va lui dire, du coup? On va lui dire, essaye plus, ou on va lui dire, non, mais en fait, tout ce que t'as fait, ça servait à rien, non. Du coup, ça n'a aucun sens, en fait. Comme l'IMC ne change pas durablement, parce que l'IMC, pour qu'il descende, il faut quand même des grosses pertes de poids, ou des poussées de croissance, mais comme ça marche pas dans ce sens-là, du coup on attend que le poids baisse, mais en soi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer notre santé qui font pas que notre poids baisse en fait, mais pourtant on améliore notre santé. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une limite, parce que on dit aux gens prenez soin de votre santé, mais en fait, si les gens perdent pas ou font pas en sorte que leur IMC ça baisse, on va leur dire que c'est nul ce qu'ils font, et limite on va pas prendre en compte le fait que ces personnes, ont amélioré leur santé, et peut-être ont des meilleurs critères sur d'autres outils, type prise de sang, etc. Ils ont peut-être des indicateurs qui sont plus au vert, ou je sais pas, une baisse de ceci, une baisse de cela, et pourtant leur IMC n'a pas changé, mais voilà, on peut pas les discréditer et dire non mais t'as rien fait, en fait voilà, ton IMC a pas bougé, donc Et ensuite, dernière limite, c'est que ça ne donne pas d'indication sur l'apparition éventuelle de maladies chroniques. Ça ne prédit pas des maladies chroniques, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un IMC élevé, on peut pas lui dire écoute mec, dans 2 ans t'as du diabète, t'as une maladie cardiovasculaire, sûr. En fait, on peut pas. Et ça, il dit bien que ça donne pas d'indication sur l'apparition de maladies chroniques sur tout type de personnes, en fait, voilà. Alors que souvent, moi, ce que je vois aussi, je pense que vous l'avez déjà vu, l'IMC, souvent, on dit voilà, t'as un IMC élevé, donc forcément, t'es plus à risque de ça. Ouais, mais non, en fait, l'IMC, ça peut pas être la seule boule de cristal qui te dit que ta santé va dégénérer, etc. Non. Voilà. Donc je trouvais que c'est intéressant, les 10 limites, parce que ça, pour le coup, si quelqu'un vous dit non mais l'IMC quand même, faut faire gaffe, vous lui claquez les 10 limites, je pense que n'importe qui entendrait ça, je pense qu'elle peut aller se rhabiller pour l'hiver, comme on dit. Donc n'hésitez pas à peut-être partager cet épisode si vous estimez que j'ai bien expliqué, ou expliquer aux gens. Et encore une fois, si vous pensiez que l'IMC était pas obsolète, j'espère que cet épisode vous a quand même démontré, je pense. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, quoi, mais voilà, vous a quand même démontré que y a quand même beaucoup de limites à cet indicateur, et qu'au final ça n'aide pas forcément les gens à être en bonne santé, chose que en théorie le corps médical est censé rechercher et favoriser pour les gens, du moins les aider à avoir des clés pour être en meilleure santé. Ça passe pas par l'IMC, quoi. Et donc si aujourd'hui vous flippez parce que votre IMC est élevé, voilà, relisez les limites, réécoutez-moi, abonnez-vous d'ailleurs au compte de Benoît Arsenault, suivez les recherches dessus, il y a aussi plein d'autres articles sur l'IMC. J'ai préféré choisir cette étude parce que je trouvais que c'était hyper clair, et en plus c'est assez complet. Donc ne flippez pas si votre IMC est élevé, surtout si vous avez mis en place des habitudes pour avoir une meilleure hygiène de vie, notamment ne pas se restreindre et ne pas être au régime, c'est une bonne hygiène de vie. Je persiste et signe par rapport à ça, l'alimentation intuitive ça a des bienfaits sur la santé, je vous invite à écouter d'ailleurs l'épisode que j'avais fait sur les bienfaits de l'alimentation intuitive sur la santé, mais encore une fois voilà, tenez-vous loin des régimes. Si vraiment vous avez peur pour votre santé, vous pouvez mettre des choses en place qui ne sont pas de la restriction et qui ne sont pas de la perte de poids. Voilà, l'IMC montre bien que ça sert à rien. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera différent, vous allez voir, de toute manière, et puis après on en parlera d'ailleurs de l'été, ce qui va se passer. J'espère que vous avez aimé cette cure de désintox, je pense reprendre d'autres intox peut-être plus tard. N'hésitez pas à m'en envoyer, comme ça je fais un petit stock, et comme ça je referai peut-être cette mini-série si ça vous a plu, et n'hésitez pas d'ailleurs notamment à partager ces épisodes autour de vous, si vous avez apprécié les écouter, et de toute manière partager le podcast. Je pense qu'il fera du bien à plein de gens, je suis sûre. Voilà, gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLasquiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.